Il n'a pas utilisé les économies de toute une vie de sa mère pour construire une maison d'hôte. Il a acheté une voiture de collection et l'a écrasée à travers sa roseraie primée. C'est ce qui arrive lorsque les enfants voient la prudence de toute une vie d'un parent, non pas comme une leçon, mais comme un budget pour leur propre fantaisie imprudente. Il pensait que la pire conséquence était une clôture cassée. Il ne savait pas que les roses qu'il avait détruites avaient été cultivées à partir de boutures que son défunt père lui avait données il y a 30 ans. Alors comment une seule photographie de l'épave pousse-t-elle un homme adulte à vendre la voiture de ses rêves et à supplier pour un emploi de jardinier ? Le monde de Marguerite avait un ordre. Ce n'était pas l'ordre rigide d'Amagnat, mais la symphonie silencieuse d'une vie menée avec soin. À 64 ans, chaque recoin de son chalet de la périphérie de Lyon témoignait de cette philosophie. Les livres sur ses étagères étaient classés non pas par ordre alphabétique, mais par l'émotion qu'ils évoquaient. La cuisine sentait toujours légèrement de la lavande et du thym, ses herbes de prédilection. Mais sa véritable fierté, son sanctuaire, était la roseraie. Ce n'était pas un simple jardin, c'était un catalogue vivant de sa vie avec Henri, son défunt mari. Chaque rosier avec une histoire. La pierre de Ronsard avait été plantée pour leur 10e anniversaire. La gloire de Dijon pour la naissance de leur fils Philippe. Après la mort d'Henri, s'occuper des roses était devenu son rituel. Une conversation silencieuse avec ses souvenirs. Ses voisins admiraient son dévouement, la précision avec laquelle elle taillait chaque branche, la patience avec laquelle elle liait les tiges rebelles. Son jardin était un testament de sa compétence, une preuve tangible qu'elle était une femme qui construisait et entretenait, qui créait de la beauté à partir de la terre. C'est pourquoi lorsque Philippe lui avait présenté son projet de maison d'hôte, elle avait été réceptive. Le plan semblait solide, méticuleux, une petite structure durable au fond du jardin, conçue pour s'intégrer à la nature, pas pour la dominer. « Ce sera un investissement, maman », avait-il expliqué, déroulant les plans sur la table de la cuisine. « Pour la famille, cela augmentera la valeur de la propriété et générera un petit revenu. » Il y avait une urgence dans sa voix, un enthousiasme qui semblait presque trop étudié. Il avait évité ces questions sur les détails financiers, parlant plutôt de synergie et de potentiel de marché. Une petite alarme s'était déclenchée dans l'esprit de Marguerite. Le même instinct qui lui disait quand une rose était malade bien avant que les feuilles ne jaunissent. Mais elle l'avait écarté. C'était son fils, le fils qu'elle avait élevé pour être ambitieux, pour voir des opportunités. Elle ne voulait pas étouffer sa flamme avec le scepticisme d'une vieille femme. Le jour du virement bancaire, elle l'avait accompagné. Elle se souvient de la fierté qu'elle avait ressentie en signant les documents, en lui confiant les économies d'une vie. C'était plus que de l'argent, c'était un acte de foi, la dernière grande contribution qu'elle pouvait faire à son avenir. Philippe l'avait serrée dans les bras, une traîne brève et un peu raide. « Tu ne le regretteras pas, maman », avait-il promis. Les semaines suivantes, un poison subtil commença à s'infiltrer dans la tranquillité de sa vie. Philippe devint distant. Les appels téléphoniques se firent plus courts, ses réponses plus vagues. « Je suis débordé par les permis et les réunions avec les architectes », disait-il. Mais quand elle demandait des détails, il changeait de sujet. Un soir, en prenant le manteau de Philippe pour le porter au pressing, elle sentit un morceau de papier croissé dans la poche. Par réflexe, elle le sortit. C'était un reçu. Pas de ciment ou de bois, mais de pièces auto chromées d'un magasin spécialisé dans les voitures de collection américaine. Elle fronça les sourcils, perplexe. « Oh, ça !» dit-il nonchalamment quand elle lui posa la question. « C'est pour le projet d'un ami. Je l'aide juste à trouver des pièces. » L'explication était plausible. Assez plausible pour qu'elle la laisse passer, même si le doute restait, une petite pierre dans sa chaussure. Puis vint le bruit. Parfois tard dans la soirée, elle entendait le roulement d'un moteur puissant déchirer le silence de leur quartier calme. Un bruit étranger, agressif. Un jeune qui s'amuse, se disait-elle, en essayant d'ignorer le malaise que cela lui procurait. Elle ne fit pas le lien, pas encore. La vérité arriva sans crier gare, au milieu de la nuit. Elle fut réveillée non pas par un roulement, mais par un bruit bien plus terrible. Le crissement strident de pneus nus sur l'asphalte, suivi du fracas violent du bois qui se brise et du métal qui se tord. Son cœur s'emballa. Elle sauta du lit, les mains tremblantes, et se précipita vers la fenêtre de sa chambre, celle qui donnait sur la roseraie. Et là, sous la lueur blafarde de la lune, elle vit l'impensable. Une voiture, une machine américaine massive et sombre, était encastrée dans son jardin. Elle avait défoncé la clôture blanche, labouré la pelouse et s'était arrêtée au milieu de ses rosiers, les écrasant, les brisant, les anéantissant. De la fumée s'échappa du capot, se mêlant à l'odeur âcre du caoutchouc brûlé et au parfum sucré et profané de centaines de roses détruites.
La portière du conducteur s'ouvrit lentement, et de l'épave, une silhouette familière émergea, chancelante. C'était Philippe. Le son du métal tordu et du verre brisé a cédé la place à un silence surnaturel, seulement rompu par le faible sifflement de la vapeur s'échappant du moteur de la voiture. Marguerite ne se souvenait pas d'avoir descendu les escaliers ni d'avoir ouvert la porte d'entrée. Elle se tenait sur le seuil, le froid de la nuit s'infiltrant à travers sa chemise de nuit, et regardait la scène de dévastation. Son sanctuaire, sa roseraie, était en ruine. Philippe, son fils, était assis sur l'herbe à côté de l'épave, la tête entre les mains. Il n'était pas visiblement blessé, mais une aura de défaite l'enveloppait. Elle sentit une odeur âcre d'alcool dans l'air, même à distance. Avant que la douleur ou la colère ne puisse s'installer, son esprit pragmatique, affûté par des décennies de gestion de crises silencieuses, prit le dessus. Elle n'est pas allée vers lui. Au lieu de cela, elle est rentrée en intérieur, a pris le téléphone et a composé le 17. Sa voix, lorsqu'elle a parlé à l'opérateur, était calme, clinique, comme si elle signalait un incident concernant un étranger. Les jours suivants se sont déroulés dans un brouillard de formalités administratives et de douleurs contenues. La police est venue, a rédigé un apport, a fait un alcotest à Philippe. Le résultat était juste au-dessus de la limite légale. Philippe était penaud, évitant son regard, marmonnant des excuses sur une mauvaise courbe et une route glissante. Marguerite n'a rien dit. Elle a simplement observé et écouté, son esprit enregistrant chaque détail comme un auditeur examinant un grand livre frauduleux. L'expert en assurance est arrivé ensuite. Un homme à l'air las avec un presse-papier, arpentant la destruction avec un détachement professionnel. Il a évalué les dommages à la clôture, au système d'irrigation, aux plantes elles-mêmes. 15 000 € au bas mot, a-t-il déclaré. Ces rosiers étaient bien établis, certains spécimens rares, je vois. Marguerite a simplement hoché de la tête. C'est lorsqu'elle a commencé le processus méthodique de documentation pour l'assurance que l'enquête a véritablement commencé. Ce n'était pas une quête de vengeance, mais une nécessité procédurale. Elle a pris des photos de chaque rosier détruit, de chaque branche cassée. En cataloguant les pertes, elle était forcée de se souvenir. Voici la Madame Isaac Perrer, la première rose qu'Henri lui avait offerte. Voici l'Albéric Barbier, qu'ils avaient planté ensemble après la naissance de Philippe. Chaque photo était une nouvelle coupure, un rappel tangible de ce qui avait été perdu. La douleur était une présence physique, une lourdeur dans sa poitrine. Puis, son attention s'est tournée vers la voiture. Le rapport de police indiquait le modèle. Une Dodge Charger 1969. Une recherche rapide sur Internet a révélé son prix exorbitant. Bien plus que le coût estimé de la maison d'hôte. Une autre pièce du puzzle, un autre fait qui ne correspondait pas. Le vrai travail a commencé à la table de la cuisine, avec 3 mois de relevés de bancaire étalés devant elle. Armée d'un surligneur jaune et de la patience d'une vie, elle a commencé à suivre la piste de l'argent. Ce n'était pas une découverte dramatique, mais une lente et écœurante prise de conscience. Elle a vu le virement initial, la somme forfaitaire de ses économies transférées sur le compte de Philippe, puis la saignée a commencé. Pas de gros achats de matériaux de construction. Au lieu de cela, il y avait une série de retraits plus petits et de virements vers des comptes qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a vu le paiement de 2 000 € à Vintage Auto Parts. Le reçu pour les pièces chromées qu'elle avait trouvées dans son manteau quelques semaines plus tôt prit un sens sinistre. Il y a eu un virement de 5 000 € à un carrossier spécialisé dans la restauration de voitures de collection. Le mensonge était là, sur noir et blanc. Une série de transactions qui racontaient une histoire de tromperie. La preuve finale, le coup de grâce, vint de relever de la fin du mois. Un virement unique et massif à un concessionnaire de voitures de collection bien connu à Paris. Le montant correspondait presque au centime près au reste de ses économies. Il n'y avait jamais eu de maison d'hôte. Il n'y avait jamais eu d'investissement. Il y avait une voiture, un jouet cher acheté avec l'argent qui devait assurer sa vieillesse. Marguerite est restée assise à la table pendant une longue heure, les relevés bancaires étalés devant elle, comme la scène d'un crime de moi. La douleur n'avait pas disparu. Elle s'était transformée, se cristallisant en une détermination froide et silencieuse. Elle a rassemblé les papiers, elle les a placés soigneusement dans un fort d'art, elle a étiqueté « Philippe ». Son esprit, clair et focalisé, a commencé à formuler les étapes suivantes. L'enquête était terminée, la campagne silencieuse était sur le point de commencer. Le moment de la révélation ne fut pas un cri, mais un silence assourdissant dans l'esprit de Marguerite. Assise à la table de sa cuisine, la lumière crue du matin éclairant la froide réalité des relevés bancaires, toutes les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une clarté brutale. Le plan d'affaires pour la maison d'hôte, si convaincant, si détaillé, était au mensonge. Le reçu pour les pièces automobiles, une trahison, les bruits de moteur dans la nuit, le prélude à la destruction.
Chaque anomalie, chaque doute qu'elle avait écarté revenait maintenant la hanter, non plus comme des soupçons, mais comme des faits irréfutables. La vérité était pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Son fils n'allait pas seulement faire une erreur de jugement, il l'avait méthodiquement trompé, utilisant sa confiance comme un outil pour financer une fantaisie égoïste. Le choc initial a laissé place à quelque chose de plus profond, une douleur si intense qu'elle semblait la vider de l'intérieur. Son sanctuaire, le jardin qui incarnait son amour pour Henri et sa famille, n'avait pas été détruit par accident, mais par l'égoïsme même de l'enfant pour qui il avait été créé. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Le chalet, autrefois son refuge, semblait maintenant hanté par les fantômes des souvenirs ternis. Chaque objet, chaque photo, semblait lui renvoyer son propre reflet de femme trompée. Elle s'est promenée dans les pièces silencieuses, le poids de sa prise de conscience pesant sur ses épaules. Elle s'est arrêtée devant une photo de Philippe enfant, un garçon de 7 ans au sourire édenté, tenant fièrement un dessin d'une maison avec un jardin plein de roses. Où était passé ce garçon? Quand l'amour s'était-il transformé en calcul? Elle a touché le verre froid, et pour la première fois, elle a pleuré. Pas des larmes de colère, mais des larmes de deuil profond, pour le fils qu'elle pensait avoir eu, et pour la confiance qui avait été irrévocablement brisée. Le lendemain matin, la douleur avait cédé la place à une étrange tranquillité. Elle se sentait vide, mais aussi étrangement lucide. Elle n'a pas confronté Philippe. Les mots semblaient inutiles face à l'ampleur de la trahison. Au lieu de cela, elle est sortie dans le jardin dévasté. Le soleil matinal illuminait le carnage, des pétales de rose écrasés comme des taches de sang sur la terre. Elle a commencé le travail de nettoyage, non pas avec l'intention de restaurer, mais avec le besoin de faire quelque chose de ses mains, de transformer sa douleur en action. Elle a taillé les branches cassées, a ramassé les débris de la clôture, a arraché les rosiers qui ne pouvaient être sauvés. En travaillant, elle a remarqué une petite chose qu'elle n'avait pas vue auparavant. Au milieu des ruines de la pierre de Ronsard, une seule branche, bien que meurtrie, avait survécu avec un énigue bourgeon intact. C'était un petit miracle, une lueur d'espoir au milieu du désespoir. Pendant que ses mains travaillaient, son esprit a commencé à formuler un plan. Pas un plan de vengeance, car la vengeance semblait trop petite, trop insignifiante face à la profondeur de sa blessure. C'était un plan de correction, de réalignement. Philippe avait créé une dette, non seulement financière, mais aussi morale, et cette dette devait être honorée. Le tic-tac de l'horloge sur le mur résonnait dans le silence de la pièce. Drôle de voir que le monde ne s'arrête pas. On se demande, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Elle a passé les jours suivants dans une activité calme et déterminée. Elle a contacté un évaluateur professionnel, non pas pour l'assurance, mais pour obtenir une estimation précise et documentée de la valeur de chaque creuset détruit, y compris leur signification historique et sentimentale. Elle a engagé un photographe professionnel pour prendre des photos de haute qualité des dégâts. Non pas les clichés cliniques de l'expert en assurance, mais des images qui capturaient la beauté profanée, l'art brisé de son jardin. Elle ressemblait tous les documents, les relevés bancaires, le faux plan d'affaires, les reçus pour les pièces automobiles, les rapports de police et d'assurance, et les organisait dans un dossier méticuleux. Chaque action était précise, délibérée, un pas de plus vers une conclusion inévitable. Elle ne ressentait plus de colère. La colère était une émotion chaude et volatile. Ce qu'elle ressentait maintenant était froid, clair et inébranlable. C'était la certitude d'une mère qui, ayant perdu son fils à une illusion, se préparait à lui présenter le miroir de ses propres actions. La phase de deuil s'est transformée en une période de préparation froide et méthodique. La douleur de Marguerite ne s'était pas évaporée. Elle s'était solidifiée en une résolution inébranlable. Elle n'était plus une victime pleurant sur les ruines de sa confiance, elle était devenue l'architecte d'une confrontation inévitable. Son chalet n'était plus une maison hantée par le chagrin, mais le quartier général d'une campagne silencieuse. Son objectif n'était pas la vengeance émotionnelle, mais la correction procédurale d'une injustice profonde. Elle a commencé par rencontrer son avocat, Maître Dubois, un vieil ami d'Henri. Dans son bureau sobre, surplombant la Saône, elle a exposé les faits avec une précision clinique. Elle n'a pas élevé la voix, n'a pas versé une larme. Elle a simplement posé le dossier sur son bureau poli. Le faux plan d'affaires, les relevés bancaires surlignés, le rapport de police, les photos professionnelles du jardin dévasté. Chaque document était une brique dans le mur de preuves qu'elle avait construit. Maître Dubois a écouté, son expression passant de la sympathie à l'étonnement, puis à une admiration à peine voilée. « Marguerite, a-t-il dit en examinant les preuves, ce n'est pas seulement une affaire de famille, c'est un cas d'abus de confiance, potentiellement de fraude. Je ne veux pas le poursuivre en justice, Pierre. Je veux qu'il comprenne. » Son plan ne nécessitait pas de tribunaux, mais une précision chirurgicale. Elle a demandé à Maître Dubois de rédiger une seule lettre, non pas une lettre de mise en demeure,
Mais une invitation. Une invitation à une réunion de famille formelle qui se tiendrait dans son bureau pour discuter de l'avenir de la succession familiale. Le libellé était délibérément vague, mais suffisamment officiel pour garantir la présence de Philippe. Ensuite, elle s'est attaquée à l'aspect le plus personnel de son plan. Elle a passé des heures à la bibliothèque municipale, non pas dans la section jardinage, mais dans les archives. Elle a recherché l'histoire de chaque variété de roses que Henri et elle avaient plantées, trouvant de vieilles gravures botaniques et des descriptions poétiques de leurs origines. Elle a soigneusement imprimé ces pages. Pour la pierre de Ronsard, elle a trouvé un poème du poète lui-même. Pour la gloire de Dijon, elle a trouvé une coupure de journal de 1853 annonçant sa création. Puis est venu l'élément final. Elle a contacté un encadreur d'art local, l'un des meilleurs de Lyon. Elle lui a apporté la meilleure des photos que le photographe avait prises. Une image hantante d'une seule rose rouge, parfaitement formée, écrasée sous le pneu boueux de la Dodge Charger. La composition était artistique, la lumière crépusculaire capturant la tragédie avec une beauté poignante. « Je veux que cela soit encadré comme une œuvre d'art », a-t-elle instruit. « Le meilleur cadre que vous ayez, avec un verre de qualité musée. » Alors que l'anniversaire de Philippe approchait, Marguerite rassemblait les éléments de sa campagne. Elle avait la lettre de l'avocat, le dossier de preuve, les impressions historiques des roses, et enfin le cadeau. Le photographe lui livra la photo encadrée. Elle était magnifique et terrible à la fois. Un chef-d'œuvre de chagrin. Elle l'a enveloppée dans un papier cadeau simple et élégant, sans ruban, sans frioriture. L'arme de sa confrontation n'était pas un document légal menaçant, mais un miroir. Un miroir qui reflèterait non pas la rage ou la vengeance, mais la conséquence froide, belle et irréfutable de ses actions. Le jour de la réunion, elle se sentit étrangement calme. Elle avait fait son deuil, elle avait enquêté, elle avait planifié. Maintenant, il ne restait plus qu'à présenter la facture. Non pas en euros, mais en vérité. Le jour de la réunion de famille arriva sous un ciel d'un gris implacable, assorti à l'humeur solennelle de l'occasion. Le bureau de Maître Dubois était un espace de neutralité calculé. Boiseries sombres, fauteuils en cuir, une vue imprenable sur la ville qui semblait indifférente au drame qui allait se jouer. Marguerite arriva la première, calme et composée. Elle plaça un unique dossier sur la longue table de conférence polie. Elle n'était pas venue pour une bataille, mais pour un audit. Philippe arriva quelques minutes plus tard, visiblement nerveux. Il avait perdu du poids et il y avait l'incertitude dans sa démarche qui n'existait pas auparavant. Il jeta un regard méfiant à l'avocat puis à sa mère. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Maître Dubois m'a dit qu'il s'agissait de la succession. »« Assieds-toi, Philippe, » dit Marguerite, sa voix douce mais ferme. « C'est exactement de cela qu'il s'agit. L'héritage que ton père et moi avons construit. L'héritage que j'ai mis en péril. » Elle ouvrit le dossier. Ce ne fut pas une confrontation explosive, ce fut un démantèlement méthodique et silencieux. Elle ne l'accusa pas, elle présentait les preuves, une par une, avec le détachement d'un auditeur présentant ses conclusions. « Voici le plan d'affaires que tu m'as présenté pour la maison d'hôte, » dit-elle en faisant glisser le document sur la table. « Et voici les relevés bancaires correspondants, montrant les virements vers le concessionnaire de voitures de collection et le restaurateur. » Elle le laissa examiner les chiffres, le silence dans la pièce n'étant rompu que par le léger brissement de papier. Le visage de Philippe passa de la confusion à la pâleur. Il tentait de formuler des dénégations, des explications. « C'était un investissement temporaire, j'allais rembourser l'argent !» Interrompit, non pas avec colère, mais avec une question simple et factuelle. « Vraiment ? Avec quel argent, Philippe ? Celui de l'assurance après l'accident ?» Elle poussa le rapport de police et le devis de l'expert en assurance vers lui. 15 000 € de dommages, une franchise de 1 000 €, ton permis suspendu pour 3 mois. Était-ce aussi un bon investissement ? La façade de Philippe commençait à s'effriter. Ses justifications devinrent plus faibles, ses dénégations moins convaincantes. Il commençait à se tortiller sur son siège, évitant le regard de sa mère, le regard de l'avocat. Il était acculé, non pas par des cris, mais par la logique froide et implacable des faits. Puis, Marguerite passa à la partie suivante de sa présentation. Elle sortit les impressions de l'histoire des roses. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais chaque rose dans ce jardin avait une signification. Elle lui montrait l'image de la gloire de Dijon. Celle-ci, nous l'avons plantée le jour de ta naissance. Ton père disait qu'elle avait la couleur du soleil du matin, comme tes cheveux quand tu étais bébé. Elle lui montrait le poème de Ronsard. Et celle-ci, la pierre de Ronsard, c'était la préférée de ta grand-mère. Ton père l'a plantée en sa mémoire. Philippe baissa la tête, incapable de regarder les images.
Les murs de son auto-justification s'effondraient, brique par brique. Ce n'était plus une question d'argent ou de voiture, c'était une question de mémoire, de sens, d'amour profané. Et enfin, dit Marguerite, il y a ceci, ton cadeau d'anniversaire, un peu en avance. Elle posa le paquet cadeau sur la table. Lentement, avec des mains tremblantes, Philippe défit le papier, il sortit le cadre, il regarda la photo, la belle et terrible image de la rose rouge écrasée sous le pneu de sa voiture. C'est à ce moment-là qu'il s'est brisé. Le sang qui s'échappa de lui n'était pas un sanglot, mais un gémissement de douleur pure et à l'état brut. Il posa son front sur la table, ses cheveux secoués par des spasmes de remords. Le miroir avait fait son effet. Il ne voyait plus un fils intelligent qui avait commis une erreur, mais un homme qui avait détruit quelque chose de beau et d'irremplaçable, par pure négligence et égoïsme. Marguerite laissa le silence s'installer, le laissant mariner dans la honte de sa propre création. Enfin, elle parla, sa voix toujours calme. « La dette n'est pas seulement financière, Philippe. C'est l'héritage de ton père que tu as détruit. C'est ma confiance. C'est la boîté que nous avons mis des années à cultiver. » Que veux-tu que je fasse ?» balbutia-t-il sans lever la tête. « Je veux que tu répares ce que tu as cassé. Non pas avec de l'argent, mais avec du temps, du travail et de la conscience. » La reddition fut complète. Il ne négocia pas, il n'argumenta pas, il a simplement accepté. L'accord, rédigé par Maître Dubois, était simple. Philippe vendrait la Dodge Charger, le produit de la vente serait utilisé pour rembourser des économies de sa mère et pour financer la restauration complète du jardin. Mais il ne pouvait pas simplement engager un paysagiste, il devait faire le travail lui-même, chaque week-end sous la supervision de sa mère. Il devait apprendre le nom de chaque rose, leur histoire et les replanter de ses propres mains. C'était une pénitence, une leçon pratique de valeur et de respect. Le voyage de retour se fit dans le silence. Il n'y avait ni triomphe ni joie dans le cœur de Marguerite, seulement la sobre réalité d'une vie qui avait été reconstruite sur des fondations de vérité durement acquises. Elle avait gagné, mais la victoire avait un goût de cendre. Son fils n'était plus le héros de ses mémoires, mais un homme brisé qu'elle devait maintenant guider sur le long chemin de la rédemption. La balance du grand livre de la famille avait été équilibrée, mais le prix avait été terriblement élevé. Le parcours de Marguerite a révélé que la vraie force ne réside pas dans une victoire nette, mais dans le processus calme et méthodique de l'autopréservation et de l'équilibrage des balances de la dignité. Si vous croyez que la dignité vaut la peine de se battre, même en silence, pensez à vous abonner. Quel est le petit fait indéniable qui vous a finalement montré la vérité ?